Il est 18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce 24h Afrique à la une de l'actualité. Plus que 2 heures avant la fermeture des bureaux de vote en Afrique du Sud, les Sud-Africains tranchent à travers les urnes l'identité de leurs députés à l'Assemblée nationale et leurs élus au Parlement locaux qui choisiront à leur tour le prochain président de la nation sud-africaine. Un scrutin qui revêt une importance capitale, placé dans un contexte national et international marqué par de grands bouleversements géopolitiques. On verra cela dans cette édition. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, en visite à Pékin pour prendre part à la 10e rencontre ministérielle du Forum de coopération sino-arabe. Il a mis l'accent sur la parfaite entente bilatérale entre les deux pays. Je vous le disais à l'instant, quelques 27 millions de Sud-Africains se sont rendus aux urnes ce mercredi, et ce, à travers l'ensemble du pays, pour élire les législateurs nationaux et provinciaux depuis 7 heures du matin, heure locale. Les électeurs se sont rendus aux quelques 23 000 bureaux de vote mis à leur disposition. Retour sur cette journée de vote avec Souila Akilal. En ce début de saison hivernale en Afrique du Sud, plus de 23 000 bureaux étaient ouverts ce mercredi à travers le pays pour accueillir les quelques 27 millions d'électeurs appelés aux urnes pour élire leurs parlementaires. Des élections législatives annoncées comme les plus disputées des 30 dernières années, avec pas moins de 70 partis en lice et des candidats indépendants. C'est très excitant pour moi parce qu'il y a plusieurs partis en plus des indépendants. Cela apporte à notre démocratie un peu de piment. Je pense que cette élection changera le paysage électoral et qu'elle permettra à notre démocratie de mûrir un peu plus. Je souhaite qu'on puisse relancer l'économie et changer les choses, car à l'heure actuelle, nous n'arrivons plus à nous en sortir avec le coût élevé de la vie. Ceci est un grand problème. La nouvelle Assemblée nationale élue choisira alors le président du pays courant juin prochain pour les 5 prochaines années. Une élection qui, selon certains observateurs, pourrait représenter un tournant pour le pays si le parti au pouvoir, le Congrès national africain, et son leader, le président actuel Cyril Ramaphosa, venaient à perdre sa majorité absolue à l'Assemblée nationale, comme le prédisent les sondages du jamais vu depuis 1994. C'est le jour où l'Afrique du Sud décide de l'avenir de notre pays, de qui doit diriger le gouvernement de l'Afrique du Sud, et je n'ai aucun doute au plus profond de mon cœur que le peuple va à nouveau exprimer sa confiance dans le Congrès national africain pour diriger ce pays. Je suis soulagé du bon déroulement du processus électoral. Il n'y a pas de dépassement notable. La compétition est rude cette année comparée à 2019. La nouveauté de cette année, c'est la présence de candidats indépendants aux côtés des partis politiques, ce qui fait que ces élections sont très disputées comparées à 2019. Si la formation du président actuel passe sous la barre des 50%, cela pourrait conduire à une coalition et les députés de l'ANC devront faire alliance avec l'opposition. Les élections nationales et provinciales de 2024, qui coïncident avec la célébration par l'Afrique du Sud de 30 ans de liberté et de démocratie, sont les 7e élections générales organisées dans le pays depuis la fin de l'apartheid en 1994. Ce scrutin qui revêt bien des enjeux s'inscrit surtout dans un contexte géopolitique mondial particulièrement tendu. Et au même titre, cette année marque le 30e anniversaire des premières élections démocratiques dans le pays, suite à la chute du régime de l'apartheid, avec notamment l'arrivée de Nelson Mandela au pouvoir le 10 mai 1994. Le point avec Imen Merad. Les Sud-Africains se sont rendus aux urnes ce mercredi pour élire les législateurs régionaux et nationaux qui auront la lourde charge de désigner leur prochain président de la République. Une élection que les observateurs qualifient de singulière au vu des enjeux politiques, économiques, sociaux et même géopolitiques auxquels le pays de Madiba ferait face dans une conjoncture extrêmement sensible aux facteurs exogènes.
Ce scrutin revêt donc une importance capitale, que ce soit sur le plan national ou international, et pour cause, depuis 30 ans, l'ANC, partie des grandes figures de la lutte anti-apartheid au pouvoir, doit faire son bilan. En effet, les Sud-Africains semblent revivre cette année ce fameux 10 mai 1994 qui conduisit Mandela au pouvoir. Si selon certains, l'ANC risque de perdre sa majorité parlementaire, plusieurs scénarios demeurent envisageables. D'aucuns diront que la nature même des politiques sud-africains risque d'être ébranlée par cette nouvelle donne. Rappelant que le soutien de l'Afrique du Sud aux Palestiniens et au peuple sahraoui figure parmi les constantes du pays, de sa diplomatie et de son peuple. Depuis des décennies, le gouvernement et la société civile sud-africaine ont fait preuve d'un soutien indéfectible à la cause palestinienne, malgré les différences géographiques et culturelles, sans négliger les tentatives de pression et autres ingérences étrangères. Dans ce contexte, le président sortant Cyril Ramaphosa s'est mobilisé jusqu'à la dernière minute lors de ses meetings de campagne pour rallier les électeurs indécis, l'une des clés qui devrait permettre le déverrouillage de ce scrutin, soulignant une nouvelle fois les progrès accomplis depuis la fin de l'apartheid, promettant de lutter contre la corruption et le chômage endémique au pays depuis le régime de l'apartheid. Conscient des enjeux, Ramaphosa affirme que c'est notamment l'ère de la réforme pour redynamiser les services publics et l'industrie. Vous l'aurez donc compris, l'issue de ce vote est loin d'être une évidence. Seul le jugement des urnes pourra permettre de voir plus clair concernant la voie politique qu'empruntera le pays durant les 5 prochaines années. Les résultats de ce scrutin sont attendus dimanche prochain. L'Afrique du Sud retient son souffle. La mission permanente de l'Algérie auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York a hier mardi au Conseil de sécurité mis un projet de résolution obligeant l'entité sioniste à cesser immédiatement son offensive militaire et toute autre action à Rafah dans le sud-est de la bande de Gaza où le bilan des morts a franchi la barre des 36 000 martyrs. Les détails avec Khardine Batache. Très inquiète pour l'avenir de la situation à Rafah depuis la dernière escalade meurtrière de l'entité sioniste ayant fait plus de 45 martyrs. L'Algérie frappe de nouveau à la porte des Nations Unies pour tenter de forcer un destin fabriqué de toutes pièces par les criminels sionistes et leurs protecteurs et stopper ainsi leurs attaques barbares contre les civils palestiniens. C'est ainsi que la mission permanente de l'Algérie auprès des Nations Unies à New York a introduit au Conseil de sécurité un projet de résolution obligeant la puissance occupante à cesser immédiatement son offensive militaire et toute autre action à Rafah dans le sud de la bande de Gaza. L'Algérie fera circuler cet après-midi un projet de résolution sur Rafah. Ce sera un texte court, un texte décisif pour arrêter les tueries à Rafah. Le projet de résolution en question exige un cessez-le-feu immédiat, respecté par toutes les parties, et condamne les attaques indiscriminées contre les civils, ciblant sans ménagement aucun femmes et enfants, en passant par les infrastructures civiles. Le texte exige à nouveau que toutes les parties au conflit respectent leurs obligations en vertu du droit international, y compris le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme, en particulier en ce qui concerne la protection des civils et des biens à caractère civil, et la nécessité de cesser de priver la population civile palestinienne des services de base et de l'aide humanitaire indispensable à sa survie. Ce projet de résolution devrait être soumis dans les prochains jours au vote des membres du Conseil dès l'achèvement de la phase de négociation qui devrait être de courte durée et ce compte tenu de la gravité de la situation sur le terrain. La ville surpeuplée de Rafah subit depuis plusieurs semaines déjà les assauts et les bombardements d'une horde sauvage dénuée de tout sentiment d'humanité et en totale violation de l'ensemble des chartes et traités internationaux à l'égard des civils palestiniens isolés sans défense. Voyant le train de la reconnaissance de l'État de Palestine et des condamnations des actes odieux et mortifères filer à toute vitesse, l'entité sioniste se venge en perpétuant le pire génocide que la Terre n'ait jamais connu contre des êtres humains.
De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, s'est entretenu mercredi à Pékin avec le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, dans le cadre de la visite de travail qu'il effectue en Chine, chargée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Les entretiens entre les deux ministres ont porté sur les relations de la coopération et de partenariat qui lient les deux pays amis. Les deux parties se sont félicitées de l'élan donné par cette visite aux relations algéro-chinoises et du consensus politique qu'elle a consacré s'agissant des développements au niveau régional et international. Le chef de la diplomatie algérienne a par ailleurs mis en exergue l'évolution positive des relations bilatérales comme résultante de la visite effectuée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune en Chine l'année dernière. Nous sommes fiers du partenariat algéro-chinois. Vous étiez les premiers à nous soutenir durant notre guerre de libération et nous vous avons rendu l'appareil aux Nations Unies. Les liens d'amitié et du partenariat entre l'Algérie et la Chine sont très anciens, comme l'entraide dont nous avons fait preuve pour la libération de nos nations respectives et le recouvrement de leurs droits légitimes. Par ailleurs, le chef de la diplomatie algérienne a mis en exergue l'évolution positive des relations bilatérales comme une résultante de la visite effectuée par le président Abdelmadjid Tebboune en Chine l'année dernière. On l'écoute. Ce partenariat a connu un saut qualitatif dernièrement, notamment à la suite de la visite qu'a menée le président Abdelmadjid Tebboune en Chine l'année dernière, et nous assistons aujourd'hui à un nouveau départ et un nouvel élan en ce qui concerne ce partenariat, qui sont la résultante de toutes ces décisions prises lors de cette visite, qu'il s'agisse de concertation politique ou de coopération économique. Le président de la délégation algérienne au sein de la commission mixte algéro-française sur l'histoire et la mémoire a déclaré lors d'une interview accordée à Al24 News que le traitement de ce dossier se fait loin de toute considération politique. Mohamed Lahsen Guidi s'est exprimé à l'issue de la 5e réunion de la commission conjointe qui a débuté lundi dernier à Alger, le décrivant comme une procédurale et pratique. L'Algérie et la France ont à cet effet signé un accord portant sur la mémoire et la récupération des archives algériennes de la période de la colonisation française de 1830 à 1962. À noter aussi que l'Algérie insiste sur les résolutions de 4 questions principales avec la France: la récupération des comptes, des archives, le retour des crânes et des restes des combattants de la résistance, ainsi que l'administration des victimes et des essais nucléaires et du nettoyage des terres contaminées par la radiation nucléaire, ainsi que la divulgation du sort des disparus. Nous devons, à travers la diplomatie mémorielle que nous pratiquons actuellement, récupérer notre dû par des méthodes pacifiques, des méthodes scientifiques. Effectivement, les deux présidents sont parvenus à une vision future réaliste, car il est temps que la France reconnaisse ce qu'elle a pillé pour que la France actuelle se dédouane des erreurs, des massacres et autres atrocités commises par la France coloniale. Ce doit être à la hauteur de l'histoire. Le soutien populaire du peuple marocain à la Palestine se poursuit et ne faiblit pas. Ils étaient des millions à avoir répondu présents hier à l'appel du Front marocain contre la normalisation en signe de solidarité indéfectible avec le peuple palestinien à Gaza, qui subit actuellement une offensive génocidaire, et contre la normalisation du royaume, avec l'entité sioniste exigeant en outre un cessez-le-feu immédiat. Les manifestants se sont donc donnés rendez-vous au Parlement situé dans la capitale Rabat. Les participants ont scandé des slogans très forts, parmi lesquels « La dignité du peuple marocain n'est pas à vendre » ou « La normalisation doit cesser » ou encore « La Palestine n'est pas à vendre, la Palestine est un engagement sacré, la normalisation est une trahison » ont-ils scandé.
Madame, Monsieur, merci pour votre fidélité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Al 24 News et à demain.